Eh bien, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un premier webinaire de formation sur l'outil OpenRecostar. Alors, je serai accompagné dans la présentation par Sylvain Lafont, de Concorde IT, et donc qui nous aidera à la présentation de l'outil. Alors, aujourd'hui, au programme, une petite introduction pour une remise un peu en contexte, pourquoi on fait ce webinaire et à qui il s'adresse. Ensuite, quelques explications techniques sur l'usage de QGIS et d'OpenRecostar. Quelques fonctionnalités de base vont vous être présentées sur QGIS, ensuite, de manière à utiliser OpenRecostar à minima. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une formation QGIS complète, bien sûr. Et puis ensuite, donc, on prendra un peu de temps pour faire une initiation des premières descriptions d'ouvrages, récollement dans OpenRecostar. Alors, je précise donc que c'est bien enregistré et que j'ai coupé les micros et les caméras. On est assez nombreux, plus de 160 aujourd'hui. Et si vous voulez interagir, normalement, il n'y a aucun problème de participants d'aujourd'hui pour interagir dans la conversation de la réunion Teams. Alors, en introduction, donc, dans quel contexte se trouve-t-on aujourd'hui? Eh bien, on se positionne bien sûr dans le contexte du standard StarElec. C'est un standard qui permet de décrire les ouvrages électriques et qui permet d'éviter les ressaisies d'informations aux différentes étapes d'un projet. Donc, c'est un standard qui n'est pas un standard Enedis, mais Enedis y a largement participé et il a été construit avec des AODE, des syndicats d'énergie, la FNCCR, des exploitants de réseaux d'éclairage public, des entreprises de travaux, bureaux d'études et les principaux éditeurs de logiciels d'études et de récollement de réseaux électriques. Ce n'est pas un standard uniquement pour le réseau de distribution, mais ça fonctionne très bien aussi pour l'éclairage public, potentiellement aussi pour le transport, pour la signalisation tricolore, etc., etc. C'est un standard qui est paru déjà en novembre 2022 et donc qui est construit dans le cadre de l'AFIGEO et validé par le Conseil national de l'information géolocalisée. Le contexte aujourd'hui, eh bien, c'est de mettre en place le RECOSTAR, donc c'est la première étape du déploiement de StarElec. Donc si je suis sur le schéma suivant, donc on se représente les différents échanges de données décrivant des ouvrages dans le cadre d'un projet, eh bien, chaque flèche ici représente un échange. Donc un projet va commencer généralement par la mise à disposition des données des ouvrages existants, de la cartographie de l'exploitant, vers les maîtres d'ouvrage ou les bureaux d'études qui sont en charge de produire l'avant-projet sommaire. Un bureau d'études va produire l'avant-projet détaillé à partir de ça, etc., etc., jusqu'à arriver, une fois que les ouvrages sont construits, au moment où on doit faire le récollement en classe A des ouvrages, donc par un topographe de l'entreprise de travaux ou sous-traitant de l'entreprise de travaux. Et donc, c'est ce récollement en classe A qui est transmis au maître d'ouvrage, validé, puis ensuite à la cartographie de l'exploitant. Donc, la première étape, ici, donc pour Enedis notamment, mais on coordonne sur l'ordre de déploiement du RECOSTAR avec les autres partenaires d'Enedis, comme la FNCCR et puis les fédérations d'entreprises de travaux. Donc, c'est la transformation du PGOC vers le RECOSTAR. Et donc, tout ça, on en a largement parlé dans le webinaire du 24 mars 2025, que vous pouvez retrouver en replay sur YouTube, et puis tous les supports que l'on va trouver aussi sur un site GitLab. Alors, on voit dans le chat que l'audio n'est pas terrible. Je ne sais pas si c'est que chez une personne ou si c'est généralisé. C'est à réagir. J'essaierai de changer le système s'il faut. Alors, le RECOSTAR, c'est avant tout une spécification d'échange de données
entre logiciels. Donc, notamment entre le logiciel donc, du topographe, qui est chargé de récoller les ouvrages, donc qui va pouvoir produire ce récostar, qui est un fichier GML, un fichier texte, qui contient toutes les informations donc, géographiques et attributaires. Ce fichier est transmis, pour le cas d'Enedis, via iPlan au maître d'ouvrage et, in fine, au cartographe qui va mettre à jour la cartographie patrimoniale d'Enedis. Cet outil, ce récostar, peut aussi être digéré par l'outil de contrôle Aloe, que la plupart d'entre vous doivent connaître, et donc qui permet de se vérifier qu'il est conforme aux attentes des spécifications. Donc, il est aussi possible de l'utiliser dans QGIS, mais à chaque fois, il y a un système de transformation pour le visualiser ou exploiter les données qui sont à l'intérieur. Et donc, ici, ces outils de récollement d'ouvrages peuvent être divers et variés, mais donc leur rôle est d'aider à la saisie des informations par l'opérateur, de manière à produire un récostar, donc à bien ranger les informations et les enregistrer dans un fichier récostar qui soit conforme aux spécifications. Et donc, ces différentes solutions logicielles, eh bien, on connaît les deux principaux éditeurs, donc, que sont Sogelink et Sigimage, qui mettent à disposition et diffusent leurs solutions donc de récollement, on va dire, et d'études de bureau ou sur le terrain, donc en mobile, sur des tablettes notamment. Mais il existe bien sûr d'autres, donc notamment pour les solutions photogrammétriques, où il y a eu beaucoup de nouvelles solutions qui sont apparues ces derniers temps. Pixmap, Rafale, Sysmap et d'autres bien sûr qu'on oublie. Alors, pour rappel, ça on l'a expliqué donc dans le webinaire du 24 mars 2025, les logiciels de dessin, donc qui n'ont pas de surcouche métier, donc on parle aujourd'hui d'AutoCAD, si on prend juste une licence AutoCAD, une licence MicroStation ou une licence ZWCAD, s'il n'y a pas d'applicatif supplémentaire dessus, ça va être très très compliqué de produire du récostar. C'est donc pour cela que la FNCCR et Enedis ont décidé le développement d'un outil open source qui va permettre de produire du récostar. Puisque donc on avait constaté qu'une proportion importante d'entreprises de travaux n'utilisaient pas des éditeurs payants propres et utilisaient des solutions de DAO, on va dire, nues, sans surcouche métier, pour produire les récollements et les PGOC. Donc, il y en a aussi qui avaient développé leur solution maison pour produire du PGOC, ce qui est déjà pas évident, à mon avis, déjà, pour produire un PGOC, et risque de devenir encore plus compliqué pour produire un récostar conforme. Donc, le déploiement de Starelec n'avait pas pour objectif de forcer tout le monde, toutes les entreprises, à aller acheter une licence donc payante chez un de ces éditeurs. L'idée n'était pas de changer ou de forcer le marché. Et donc, on a décidé de financer avec la FNCCR en commun donc, la production de cet outil Open Récostar, donc, qui est voué être un outil gratuit où tout le monde peut contribuer, donc un outil open source. Donc, le code peut aussi être réutilisé dans d'autres logiciels sans aucun problème. Donc, il est sous forme d'un plugin sur QGIS et donc qu'on peut télécharger librement et utiliser librement. Ça permet donc de produire des récollements, alors d'une part pour le réseau de distribution, mais aussi pour l'éclairage public. Alors, il y en a certains qui apparemment n'entendent pas grand-chose et il y en a d'autres qui disent c'est nickel. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être chez vous, essayer de monter le volume. Alors, sachant tout cela, à qui on adresse ce webinaire? Donc, c'est pour vous. Si jamais vous êtes concerné par la production de PGOC pour le réseau de distribution, puisqu'il y aura d'autres webinaires, on organisera, alors soit nous, soit la FNCCR pour la partie réseau d'éclairage public.
puisque la partie éclairage public est en cours un petit peu de refonte ou de petites modifications dans la partie spécification. Dans la partie réseau de distribution, c'est bien clair. C'est pour vous, si vous souhaitez utiliser un outil de récollement qui ne soit pas les solutions payantes actuelles, donc de Sogelink, Sigimage ou autre, si vous voulez l'utiliser en complément. Et c'est aussi pour vous si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'usage de QGIS ou d'OpenRecostar. Donc, puisque si jamais vous êtes déjà plutôt à l'aise avec QGIS ou si vous avez déjà pas mal utilisé OpenRecostar, grâce à la documentation qui était diffusée en ligne, eh bien, ça sert peut-être à rien que vous restiez là et vous pouvez vous connecter au webinaire du 13 mai qui, lui, sera plutôt intermédiaire et plus adapté voilà, à ceux qui sont déjà assez à l'aise. Après, vous pouvez bien sûr rester si vous êtes curieux et que vous vous intéressez au contexte et à la production donc des recollements avec OpenRecostar. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire d'initiation. Le 13 mai, comme je disais, un webinaire intermédiaire où on va étudier tous les cas de modélisation d'ouvrages courants et on va faire plein d'exercices ensemble. Et puis le dernier, c'est donc le 27 mai, un webinaire plus avancé. Donc pour ceux qui auraient suivi déjà ceux du 13 mai qui sont vraiment à l'aise avec l'application OpenRecostar, pour aller traiter tous les cas d'usage un peu particuliers, les cas de modélisation qui sont un petit peu, voilà, un peu particuliers et qui nécessitent une bonne compréhension de l'outil et de la modélisation Recostar. Mais aujourd'hui, voilà, on est plutôt sur l'initiation, et donc une présentation un peu plus générale de l'outil. Alors, j'ai remis ici un certain nombre de liens, vous retrouverez aussi à la fin du support. Donc, il y a la documentation qui existe sur OpenRecostar. Alors, je montre tout de suite mon écran. Hop. Donc, qui est disponible en ligne hein, à l'adresse ici, où vous avez un wiki donc, qui permet de décrire, donner toutes les ressources pour une utilisation de base d'OpenRecostar. Alors, je vais mettre d'ailleurs les liens directement aussi dans la conversation. Bien sûr, vous aurez les supports qui seront disponibles, qu'on va mettre en ligne. Et je vais vous mettre aussi le lien vers la documentation, donc les supports des précédents webinaires sur le Recostar de manière générale, si vous voulez y accéder tout de suite. Et voilà, vous avez aussi un mail de contact qui va permettre d'envoyer de remonter notamment des bugs, des difficultés d'utilisation. En fait, ça va directement envoyer un problème ici sur l'application GitLab qui va nous permettre de partager et de mettre en commun donc toutes les remontées qui sont faites sans que ça dépende d'une seule personne. Alors, juste, je reviens un petit peu sur une petite précision avant, là, sur les solutions logicielles pour le récollement, puisqu'on pose la question dans la conversation. On peut évidemment faire du Recostar avec des applications donc, de Sogelink comme Atlas, GeoVisual, Land2Map, Cloud2Map, et puis le dernier c'est TopoCalc, et puis la solution Capitol de Sigimage. Donc les solutions donc, qui sont payantes hein, de ces éditeurs sont en cours de fin de recette. Il y a certaines entreprises donc, qui les utilisent déjà sur des chantiers réels. Et par contre, ils vont pouvoir bien sûr produire des Recostar conformes. On a travaillé avec eux pour qu'ils fassent évoluer leurs applications conformément à la spécification Recostar. Et par contre, eux, ils organiseront leur propre webinaire sur leurs outils. Donc effectivement, si vous souhaitez continuer à utiliser les outils Sogelink ou Sigimage ou autres, et que vous ne souhaitez pas utiliser QGIS OpenRecostar,
eh bien, il faut mieux attendre leur webinaire et pas obligé de suivre cette formation aujourd'hui. Hop, je remets le mail de contact. Dans la conversation. Alors, on n'a pas encore, nous, les dates des webinaires de ce G-Link, puisque c'est eux qui feront directement les communications à destination de leurs clients. Je pense qu'ils les feront aussi sur leur site. Dès qu'on aura les dates, je pense qu'on les relaiera aussi sur la page Aloe, de même que pour les clients de Sigimage ou autres éditeurs qui voudraient faire de la communication sur des évolutions liées à Recostar. Alors, en tout premier lieu, pour pouvoir suivre le webinaire et pour pouvoir utiliser OpenRecostar, il faut installer QGIS sur son poste, ce que probablement la plupart d'entre vous ont déjà fait. Quelques petits rappels. Donc, sur les 6G, donc on a des outils de DAO qui permettent de dessiner graphiquement du réseau, qui permettent de faire du PGC, qui permettent de faire des annotations directement écrites sur le plan. Et puis d'autre part, il y a les systèmes d'information géographique qui permettent là aussi de saisir de l'information géographique, mais qui permettent de la structurer plus finement et donc de classer de manière plus exigeante les informations. Et donc, ces SIG donc, vont permettre donc, via des vecteurs, des objets, des surfaces, donc de structurer plus finement ces fichiers-là, notamment de produire des fichiers GML, donc qui est le format de fichier de base du Recostar. Alors, juste à préciser, contrairement aux outils de DAO, les SIG ne peuvent lire et ne peuvent exploiter que des données bien géoréférencées. Donc, notamment les données, les systèmes de coordonnées réglementaires en France, donc pour les projections Lambert 93, les coniques conformes associées, et puis l'IGN 69 pour la partie altimétrie. Alors, pour l'installation de QGIS, eh bien, c'est assez simple, on va dire, sur le site officiel, donc de l'installer directement. Donc, hop, quand on clique sur le lien, vous allez vous retrouver sur la page donc, de QGIS. C'est la page officielle de QGIS. Alors, vous pouvez l'avoir en anglais ou en français, etc. Et donc, c'est gratuit. Il n'y a aucun paiement qui est nécessaire. Pour les collègues d'Enedis qui voudraient avoir QGIS, eh bien, il ne faut pas le télécharger directement sur le site, mais il est disponible directement dans le centre logiciel de l'entreprise. Et puis, c'est assez simple pour ce qui est de la partie d'installation. Donc, c'est précisé d'ailleurs que donc, le module OpenRecostar qui va venir en plugin sur QGIS fonctionne de la version 3.28 à la version 3.42. Merci Kevin. Alors, moi personnellement, je suis en version 3.28 et ça fonctionne. J'ai encore une vieille version. Alors, pour la partie d'installation du plugin, OpenRecostar, eh bien, il faut aller dans le gestionnaire d'extension de QGIS, ici, et il faut ici ajouter un dépôt d'extension OpenRecostar à QGIS pour qu'il sache où aller le télécharger. Ah, donc, il faut copier ce lien-là. Donc, pardon, mais c'est un lien que vous allez pouvoir retrouver ici dans la doc. Hop, voilà. Donc, c'est le lien qui est ici, à coller directement dans le gestionnaire d'extension de QGIS, de manière à pouvoir installer OpenRecostar.
Donc, ça vous permettra aussi d'avoir au fur et à mesure des montées de version, puisqu'il y a assez dynamique, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent régulièrement sur l'application et qui permettent donc d'avoir la toute dernière version pour être conforme au RecoStar et avoir des facilités aussi de saisie d'informations. Ça, donc, il y a un petit bandeau qui s'affiche dans QGIS lorsque vous avez une extension à mettre à jour. Ici, c'est bon pour tous. Je vais faire une petite présentation de QGIS, du moins des fonctions de base à utiliser, avant de laisser la main à mon collègue Sylvain Lafont pour une présentation là, des fonctionnalités d'OpenRecoStar. Alors, hop, si j'ouvre mon QGIS. Donc ici, j'ai ma fenêtre QGIS de manière générale. Et donc, la première chose qu'on peut faire dans QGIS déjà, c'est d'ouvrir créer déjà un nouveau projet. Vous avez ici un nouveau projet pour avoir un projet complètement vide, pour y lire ou éditer des données. Et la première des choses que l'on peut faire, eh bien, c'est d'aller y mettre des informations. Alors, qu'est-ce que ça lit comme type de données, QGIS? Eh bien, déjà, ça lit des données shape. Données shape, donc généralement, vous avez au moins 3 fichiers ensemble. J'ai le fichier des communes de France, j'ai le fichier des départements de France. Il y en a au moins 3 fichiers, et bien souvent, il y en a 4. Donc, je prends le fichier SHP, et je le fais tout simplement glisser. Et là, s'affiche dans la fenêtre générale de QGIS le jeu de données que je viens d'afficher. Donc, on retrouve ici de la donnée géographique. On va voir les coordonnées ici qui changent quand je me promène. Et donc, je peux interroger les données, puisque ici, quand je sélectionne quand j'interroge un des objets, je retrouve donc les attributs qui sont associés, donc le nom de la région, le nom du département, son numéro, etc. Ça, c'est pour les données, on va dire, un peu génériques. Ici, donc, on retrouve la liste des couches qui sont disponibles, et j'ai ici un point d'interrogation qui s'affiche. C'est-à-dire que il n'a pas trouvé le système de coordonnées associé à mes données. Alors ici, je sais que je suis en Lambert 93, puisque je l'avais téléchargé, je savais ce que c'était. Donc je vais lui associer le système de coordonnées Lambert 93. J'arrête de me poser la question. Ça va, donc là, ça y est, je l'ai renseigné, il me pose une question. Alors, quelques petits trucs aussi à connaître dans QGIS, quand il vous manque une barre d'outils ou un panneau, vous pouvez cliquer droit là dans les menus et vous retrouvez la liste des panneaux que vous pouvez faire afficher, notamment le panneau couche, le panneau explorateur, qui peuvent être sympas, les résultats de l'identification. Et puis ici, les barres d'outils. Donc on va trouver les barres d'outils standards de QGIS. Et puis moi, j'ai rajouté des plugins à moi, notamment OpenRecoStar, qui permettent d'avoir ces barres d'outils-là. Et puis d'autres plugins qui me servent tous les jours. Voilà, donc là, pour afficher des données ici surfaciques, donc on voit dans ce fichier shape, on retrouve que des surfaces, on peut trouver que des surfaces. On va pouvoir trouver aussi, donc si je prends un autre jeu de données, là j'ai un jeu de données qui représente des câbles. Je l'ai fait glisser, j'ai tout simplement fait glisser le fichier shape SHP dans la fenêtre, et il s'est affiché ici dans ma liste des couches. Pour me positionner, je peux faire un clic droit sur la couche et zoomer sur l'étendue de la couche. Bien positionné au bon endroit. Ce fond violet là qui m'embête, eh bien, ce sont les départements que j'ai mis en dessous. Je vais pouvoir assez simplement changer leur couleur. Et plutôt que d'avoir ce remplissage violet, changer le remplissage et tout simplement retirer le remplissage.
pour avoir juste les contours. De manière générale, on trouve ici l'ordre des couches et l'ordre ici est très important puisque si je mettais mes câbles en dessous des départements, quand je viens sélectionner ici des objets, hop, je viens sélectionner d'abord le département avant de sélectionner le câble. Donc, c'est toujours important d'avoir les surfaces au fond et puis les linéaires et les ponctuels plutôt au-dessus, de manière à avoir un maximum d'informations sur la carte en visuel. Comme tout à l'heure, je peux interroger la donnée du câble. Là, je retrouve les attributs qui sont associés. Donc là, un identifiant, j'ai numéro 6 dans la table. Et puis ici, j'ai un attribut qui s'appelle le domaine temps, ça va être domaine de tension, et qui est HTA. On peut retrouver les informations liées aux objets dans la table d'attributs. On trouve ici la table d'attributs, toutes les entités contenues dans mon fichier shape, donc avec ici les différents objets qui le constituent. On peut aller zoomer sur une entité en particulier, ou sélectionner une entité en particulier, la faire clignoter si on veut la voir, etc. Tout sélectionner, voilà. On peut jouer un petit peu à tout donc grâce à la table d'attributs. Et dans la table d'attributs, on peut aussi aller modifier les choses. Et donc là, on va entrer en mode édition. Donc, le bouton édition, c'est toujours le petit crayon jaune ici, pour venir modifier de l'information. Là, j'avais un objet sélectionné, donc il me le sélectionne en surbrillance avec des petits points rouges petits croix rouges, sur chaque point de construction. Quand je suis en modification, comme ça, dans ma table attributaire, je peux venir modifier les informations. Donc là, au lieu de marquer HTA, je peux marquer BT. Et je peux enregistrer les modifications. Quand je suis en modification aussi, comme ça, je vais pouvoir venir créer de nouvelles entités, de nouveaux objets. Là, je peux venir faire ajouter une entité linéaire, donc ajouter un nouvel objet. Et ici, lorsque je termine l'édition, il va systématiquement me demander de saisir les attributs. Alors là, je mets un identifiant au hasard, et puis le domaine de tension, je vais marquer HTA ici, un petit peu au hasard pour l'exemple. Donc sur ce nouvel objet, eh bien, enregistré dans la table. Donc, on va le trouver ici, avec les points de construction que j'ai saisis. Pour le modifier, donc je peux bien évidemment venir remodifier dans la table les attributs, comme je l'ai fait pour les autres objets tout à l'heure. Mais je peux aussi aller le modifier géographiquement. Là, plutôt que de créer une nouvelle entité, donc je vais pouvoir déjà le déplacer, par exemple. Prendre l'entité et la déplacer avec cette fonctionnalité-là. Donc ça, c'est la barre d'outils numérisation, il me semble. Là, voilà. Je vais pouvoir lui appliquer une rotation, faire pivoter si je veux. Il va toujours pivoter autour de son barycentre. Je vais pouvoir, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi, je vais pouvoir le séparer. Donc si je veux le couper en deux, par exemple, là, il faut que j'ai sélectionné l'objet. Sélectionner l'objet, je prends la flèche de sélection ici. Et je peux venir donc le découper ici avec l'outil séparer les entités, qui est assez pratique. Donc, je viens de faire ici la ligne de découpe entre les deux objets et je valide avec le clic droit. On retrouve maintenant une entité ici, une autre entité ici. À l'inverse, je peux venir, je sélectionne, les fusionner pour que ça fasse plus qu'un seul objet, un seul câble.
Donc là, il me dit, ben voilà, vous avez fusionné les deux objets, l'objet 12 et l'objet 13. Eh bien, qu'est-ce que je garde comme attribut si jamais ils sont des attributs différents? Voilà, je valide, et de nouveau ici, je trouve qu'un seul objet. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire aussi régulièrement? Eh bien, c'est modifier le tracé. Donc, un autre outil intéressant, c'est l'outil de sommet, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, sur cet objet-là, je peux venir modifier un sommet, la position d'un sommet. Je peux venir créer un nouveau sommet. Et puis, je peux venir prolonger l'objet. C'est-à-dire, si je veux continuer à dessiner, je me mets à proximité d'une extrémité et j'ai un petit point supplémentaire qui apparaît juste à droite ici. Hop, je clique dessus et ça me redonne la main pour poursuivre le dessin de l'entité. Voilà on va dire les fonctionnalités de base et importantes pour savoir utiliser QGIS dans le cadre d'OpenRecosta, sur la partie dessin, édition des informations. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre là? Donc, je vais quitter le mode édition ici. Je me demande si je vais enregistrer. Ben, on va enregistrer ce que j'ai fait, même si c'est peut-être pas brillant, mais bon, j'enregistre mes informations. On va pouvoir aussi dans QGIS afficher d'autres informations. Là, on a affiché des informations vectorielles, donc qu'on éditer. On peut aussi ajouter des informations de fond de plan. Alors, je dispose ici donc d'une donnée, d'une orthophoto que j'ai pu récupérer là sur le serveur d'Enedis. Donc, c'est notamment ce qu'on peut vous transmettre comme fond de plan orthophoto cadre des réponses aux demandes d'éléments carto. Vous prenez le fichier TIFF, qui doit toujours être accompagné de son fichier TFW à côté. Vous le faites glisser ici, donc directement dans QGIS, et donc ça vient s'afficher. Alors vous voyez ici, je l'ai fait afficher tout en haut, donc dans l'ordre des couches. Naturellement, je ne vois plus mon câble. Je vais le faire glisser en dessous. Là, on revoit donc le dessin que j'ai réalisé et puis donc, toutes les entités du fichier câble. Comme on ne les voit pas très bien, je vais venir ici changer leur couleur. Couche, par exemple, comme voilà, Capelec, et les mettre en plus épais, on les distingue mieux. Ça, c'est toujours en faisant clic droit, propriété. Voilà. Et donc, vous avez ici, vous pouvez bénéficier du fond de plan image assez simplement. Comme les données sont géoréférencées, et elles se positionnent directement comme il faut. Alors, je vais ici le désafficher, parce que c'est assez lourd à lire. Donc, tout simplement en décochant ici dans la liste des couches. Vous pouvez aussi visualiser donc des données de fond de plan vectoriel, puisque QGIS peut lire les fichiers DXF, DWG et DGN. Attention, il peut lire que les fichiers DGN V7. Ici, si j'ai récupéré un bout de fond de plan qui est en DGN V8. Quand je le fais glisser, source de données non valide. Là, on voit que c'est un DGN V8. Alors, j'ai utilisé les outils Bentley, donc MicroStation ou OpenCitiesMap, pour le transformer donc en fichier DGN V7. Et là, quand je viens le coller dedans, il me propose d'ouvrir des choses. Là, on voit qu'il y a des points, des lignes, des surfaces. Là, je vais les toutes sélectionner et je vais mettre aussi ajouter des couches à un groupe pour les mettre ensemble. Je vais ajouter une couche. Et là, je peux récupérer dans QGIS tous les éléments de fond de plan. Alors attention, ici, ça tombe bien puisque on est dans le système de coordonnées Lambert 93 et mes données sont aussi en Lambert 93. Par défaut, il les positionne bien. Néanmoins, on voit qu'ici, il y a des petits points d'interrogation. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sûr du positionnement parce qu'il ne connaît pas le système de coordonnées des données. Donc, on va sélectionner toutes les couches et puis
on va donc dire que c'est du Lambert 93, hein, c'est le PSG 2154. Et on peut aller dire dans la fenêtre contextuelle pour chercher Lambert 93. On voit qu'il est ici. On peut taper aussi Lambert 93. Si jamais il n'était pas sélectionné ici dans les systèmes de coordonnées de référence récemment utilisés. Donc, on peut récupérer donc, de cette façon-là aussi bien le fond de plan image que le fond de plan vecteur, donc sur QGIS, dans nos éditions. Un autre point donc, qui peut être intéressant, alors je reviens un petit peu sur la saisie, moi je reviens un petit peu en arrière. Donc lorsque on dessine, là j'ai dessiné un peu dans le vide, quelque chose de pas très, un petit peu au hasard, il est très souvent important de bien s'accrocher sur les éléments existants. Je pense par exemple au point de levée, les PTRL, point de levée ouvrage réseau maintenant. Donc si on n'est pas bien accroché dessus, eh bien notre dessin, le dessin d'un câble va pas bien passer au centre des points et ça va poser problème. Donc pour ça, on va utiliser les fonctionnalités d'accrochage ici, c'est un petit aimant. Je vais activer l'accrochage, je vais bien sélectionner le câble ici. Donc on voit que là, quand je viens dessiner, il n'y a rien qui se passe, hein, je me positionne à proximité d'un sommet, il ne se passe rien du tout. Quand j'active l'accrochage, eh bien, et que je paramètre l'accrochage pour qu'il vienne s'accrocher sur les câbles existants, sur les sommets aussi bien que sur les segments. Là, il va me proposer de m'accrocher donc soit directement sur le sommet pour dessiner, soit je peux m'accrocher directement sur le segment ici, puisque je l'ai mis dans mes options donc pour partir directement. Donc on peut s'accrocher, voilà, on va ici sur les câbles, on peut aller s'accrocher sur des éléments de fond de plan, hein, si jamais il y avait lieu de le faire. Si on peut autoriser à s'accrocher sur les sommets des éléments de fond. Voilà, alors je vérifie, je ne sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que je voulais montrer. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des fonctionnalités de base de QGIS qui sont nécessaires à l'usage d'OpenRecostar. Alors, Sylvain, je ne sais pas si tu es là. Oui, Sylvain, tu es là, super. Je vais te passer présentateur. Tu peux activer ton micro. Merci Guillaume. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Sylvain Lafont. Donc moi je vais vous présenter plus directement le module OpenRecostar sur QGIS. Là Guillaume vous a montré les fonctions de dessin de basique qu'on retrouve dans toutes les DAO possibles. Et là moi je vais vraiment vous présenter le module OpenRecostar dans QGIS. Donc pour ça, ce que j'ai prévu de faire, donc c'est partir vraiment d'un levé réel, hein, d'un petit chantier qui a été fait, hein, un truc assez simple, et on va le faire ensemble sur QGIS avec le module. Alors je vais ouvrir mon QGIS. Il faut que je partage mon écran, peut-être ça marchera mieux. Donc une fois que vous avez ouvert QGIS et que vous avez installé l'extension OpenRecostar, dans le menu extension, avec le lien
posé sur le GitLab. Alors, je ne vois plus la conversation. Vous allez avoir cette barre d'outils qui va s'ajouter sur votre QGIS. Le petit dossier, là, importer un semis de points, tracer les câbles, etc. Donc, je vais commencer par créer mon répertoire de Recostar, pour mon dessin de Recostar. J'utilise ce bouton-là. Donc, il me demande d'enregistrer, de lui donner un répertoire d'enregistrement. Donc, hop, j'avais prévu. Là. Et donc, voilà, je vais nommer exemple webinaire 1. Et donc, on est sur la couche de réseau de distribution publique. Voilà. Donc, il a créé le projet, il me demande de l'ouvrir. Voilà. Donc, avec le module Open Recostar, il crée automatiquement, vous voyez, donc dans mon onglet couches sur la gauche, toutes les couches qui vont être nécessaires pour tracer faire un recostar, en fait, tracer votre recollement. Et donc, j'ai les couches basiques de QGIS, l'orthophoto ou le parcellaire. Ici, je ne vais pas les utiliser parce qu'à l'écran, ça va peut-être pas, ça rend pas bien. Donc, je vais vraiment tracer sur du blanc, en fait. Je vais peut-être mettre un cadastre quand même. Voilà, juste pour que vous vous rendiez compte correctement et que vous vous concentriez sur les outils du Recostar. Donc ensuite, je vais aller chercher mon semis de points, donc poser mes points que vous avez levés sur le terrain, que votre topo a levé du projet. Donc c'est le deuxième bouton. Oui. Pardon Sylvain, oui, prends bien ton temps parce que on dit qu'il y a un petit peu de latence, donc tu prends bien ton temps pour les manipulations. Ouais, Mais je vas-y, fais continue. je fais C'est plus la bon. conversation. Donc je vais y aller doucement, même en vidéo. Donc là, on a vu la création du fichier. Donc pour intégrer un semis de points, on utilise le deuxième bouton. Donc ça rouvre automatiquement mon dossier, sinon vous avez votre répertoire facile à trouver. Et donc là, bon, j'ai mon CSV. Je vais ouvrir. Donc c'est un CSV, tout ce qui est de plus classique au format PGOC avec les. Si je l'ouvre, vous avez retrouvé vos colonnes numéro de points, X, Y, Z, profondeur atypique, code PGOC et le code de la projection. Donc il va détecter automatiquement qu'il s'agit d'un semis de points. Donc il va se mettre automatiquement sur la couche semis de points. Donc il la propose par défaut. Donc c'est cette couche-là. Voilà. Donc là, il va me demander quelques petites informations sur l'importation d'un fichier de pleurs. Donc le code ouvrage, forcément, donc c'est le code PGOC. Ça correspond aux colonnes. Donc C-BT, C-HTA, C coffret, enfin tout ce que vous retrouvez dans le PGOC. Le V, donc on est en profondeur atypique, toujours. Et type levé, charge génératrice. Donc là, c'est en fonction, c'est comment vous avez levé, en fait, si vous avez levé en détection ou en tranchée ouverte. Et donc là, ici, vous allez retrouver votre système de projection. Donc là, moi, je suis parti d'un levé en CC50. Donc je le précise. Je vous laisse la petite fenêtre ouverte. Producteur, je sais, c'est au niveau des. On peut le mettre. Hein, Ok. Donc là, il me met mes points. Donc je valide. Voilà. Donc là, la couche apparaît, la couche du cadastre est apparue. Hein, c'est le parcellaire ici. Si je l'enlève, j'ai que mes points.
je vais pas mettre l'ortho parce que peut-être en diffusion ça va flouter un peu, donc je vais rester sur un parcellaire. Donc ici, j'ai présenté brièvement le projet. Alors, je vais pas dézoomer tout de suite. Donc, s'il s'agit d'une extension basse tension à partir d'un poste de transformation pour alimenter un ECP 2D. Voilà. C'est tout simple. Le poste est à ce niveau-là, le CP 2D est ici, et c'est un câble en 240 qui a été posé. Donc, quand on zoome, la première chose que vous allez voir, ce sont les petites étiquettes. Donc ça, vous allez les retrouver souvent. Je vous conseille de les garder au départ. En fait, c'est un rappel sur les règles du standard StarElec. C'est un petit fichier. Ça va vous indiquer toutes les erreurs possibles qu'il y a sur le plan. Bon, là je viens de commencer, donc c'est normal. Et l'erreur principale qu'il met, c'est qu'il y a des points de levée et il n'y a pas d'ouvrage de dessiné dessus. Alors, si ça vous gêne, ces petits contrôles, en fait, vous allez dans la couche des contrôles et vous pouvez les décocher. Donc, contrôle, moi j'ai donc PLOR, donc c'est point de levée, ouvrage réseau. Hop, je décoche, je n'ai plus mes petites bulles d'erreur qui s'affichent. Voilà. Mais en fait, si vous avez sur votre semis de levée, vous n'utilisez pas un point de réseau, lors de l'export en GML ou du contrôle, il faudra soit supprimer le point de réseau, le PLOR, parce qu'il n'est pas utilisé, et donc du coup il va générer une erreur s'il n'y a rien dessus, soit l'enlever dans le CSV. Vous pourriez avoir le cas, par exemple, si lors du levé, vous n'avez pas levé que le réseau de distribution publique, mais également un réseau télécom ou un réseau d'éclairage, par exemple, et que vous n'utilisez pas ces points-là. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir commencer à tracer mes câbles, mon poste et mon coffret. Donc la première chose à faire, c'est ce que Guillaume vous a montré précédemment, c'est de paramétrer l'accrochage. Parce que quand je vais tracer, si je trace, si je prends donc là je vais tracer mon poste, donc qui est un bâtiment technique. Donc voilà, donc je me place sur la couche bâtiment technique. J'utilise le crayon pour basculer en mode édition. Et donc là, j'ai ajouté une entité linéaire. Le souci, c'est que je ne vais pas m'accrocher du tout sur mes points de levée. Là, je peux m'accrocher sur la couche derrière, sur le cadastre. Voilà. Donc, ce que Guillaume vous a montré tout à l'heure, c'est donc en utilisant l'accrochage, on va aller paramétrer notre accrochage. Je clique sur le petit aimant. Ici, derrière, j'ai un bouton qui se dégrise. Et on va aller dans configuration avancée. Je me demande si la fenêtre s'est pas ouverte sur un autre écran. Voilà, ouvrir, donc c'était ouvrir les options d'accrochage, pardon. Et donc, je vais aller sélectionner deux couches sur lesquelles m'accrocher. La couche des points de levée ouvrage réseau et la couche des géométries supplémentaires. On verra ça on verra pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc là, je sélectionne ces deux couches d'accrochage ici et je peux fermer. Maintenant, donc je suis resté sur ma couche du bâtiment technique, je vais tracer mon poste, enfin l'enceinte de mon poste, l'enveloppe. Je rebascule en mode édition. Je veux ajouter mon linéaire. Et là, vous allez voir, alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai zoomé un peu, il va détecter le pleur, le petit carré rose, c'est l'accrochage. C'est comme ce que vous pouvez retrouver sur AutoCAD ou sur Atlas RS. Donc là, je vais pouvoir aller tranquillement dessiner mon poste. Voilà, donc là, c'est mon bâtiment technique, c'est mon conteneur. C'est l'enveloppe du poste.
Ensuite, donc si je veux dessiner mon câble qui part, donc je conseille de fermer la couche. Une fois qu'on a dessiné sur une couche, on a édité une couche, on la referme. Elle est rentrée. Donc ici, ensuite, je vais aller dessiner. Alors ça, c'est un peu, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien dessiner mes tenants et aboutissants d'un projet, ensuite mes câbles. Donc je vais aller chercher mon coffret ici. Vous voyez que sur les plors, les codes PGOC sont indiqués. Donc de la même façon, je vais me placer sur. Je vais aller chercher mon outil coffret, ma couche de coffret. J'active l'édition. Je prends ce bouton-là, donc là c'est une entité ponctuelle, forcément, c'est pas un linéaire. Voilà. Donc là, il va me demander de renseigner mon coffret tout de suite, automatiquement. Donc ici, c'est un ECP2D, un C400P200, donc c'est un coffret qui est manœuvrable, parce qu'il y a une présence d'un moyen de coupure dedans. L'implantation armoire, donc là il est en saillie, et type coffret, donc je vais renseigner, c'est un ECP2D. Voilà. Donc il le met par défaut au droit au nord. Bon, ici, vous voyez que le bord de route avec le cadastre, il n'est pas, enfin, il est pas placé comme ça. Donc, on va le tourner, ce coffret. Pour tourner ce Est-ce que coffret, ouais. tu peux ralentir un tout petit peu, Ah, Sylvain? je vais trop vite. Merci. Désolé. Ouais. Je peux avoir remonté de la pose du coffret, si vous voulez. Ouais, un petit peu, ouais. Je vais remonter en arrière, je vais supprimer. Donc, pour aller poser mon coffret, je me place sur la couche des coffrets, toujours dans les conteneurs. Et donc, je vais aller éditer, ouvrir cette couche en mode édition, à nouveau. Chaque couche, en fait, pour modifier une couche, faut toujours la mettre en mode édition. On peut pas tout modifier en même temps. C'est un peu une sécurité, c'est pas si mal que ça. Et donc j'appuie sur le deuxième bouton, ajouter une entité ponctuelle ici. Et je vais aller sur mon point, donc qui me précise AFCE, je suis sûr de pas me tromper de point. Je suis accroché dessus et je vais poser mon coffret. Ici, il y a une fenêtre pop-up pour renseigner les attributs du coffret qui s'ouvre automatiquement. Ça, vous allez le retrouver à chaque fois que vous utilisez un objet sur une couche, que ce soit un poteau, un module, etc. Ou un câble. Il va vous demander ce que c'est, automatiquement. Donc, sur les coffrets, donc, il y a plusieurs champs. D'abord, la fonction du coffret, donc à savoir si c'est un coffret qui est manœuvrable ou un coffret qui n'est pas manœuvrable. Donc un coffret manœuvrable, c'est un coffret qui contient un moyen de coupure, comme des fusibles ou des couteaux. Et un coffret non manœuvrable, c'est un coffret où les modules sont vissés sur les jeux de barre, comme une RMBT avec des modules pour accorder les câbles. Ici, c'est un coffret manœuvrable. Il y a un champ sur l'implantation de l'armoire. Donc on peut retrouver le type d'implantation, encastré, intégré dans un local, en saillie et sur socle ou sur socle, par exemple. Donc le cas le plus commun, c'est en saillie, pour ce type de coffret. Et donc type coffret, c'est un ECP2D, C400P200. On va retrouver aussi tous les autres coffrets, donc une armoire de comptage, les anciens standards, par exemple, si vous avez des S300 à reprendre, ou ce genre de coffret. Le CIB grand volume, pardon, le CIB, le CP2D, le CP3D, et les RMBT 300, 450 et 600. Ici, c'est un ECP2D.
Donc on clique dessus. Voilà. J'ai renseigné tous les champs de mon coffret. Je peux faire OK. Et il va apparaître sur le plan. Maintenant, je vais l'orienter, parce que là, il est posé directement au droit, au nord. Donc je vais utiliser ce petit bouton-là, pivoter les symboles ponctuels à côté de l'accrochage. Et je vais aller au centre de mon coffret. Voilà. Et il va aller me l'orienter. Ensuite, j'ai fini de tracer mon coffret. Je peux fermer la couche d'édition et enregistrer. Voilà. Non, il nous reste le câble à tracer. Donc du poste au coffret. Donc ici, on est dans un cas très simple, il n'y a qu'un seul câble, donc on va pouvoir utiliser l'outil traçage de câble, donc qui est le troisième outil sur la barre d'outils du Recostar. Donc en fait, cet outil, il fonctionne, il va détecter sur les points les types de câbles. Donc ici, on n'a qu'un câble, donc c'est un câble basse tension 240. Le code PGOC, c'est C-BA-BT. Il va aller détecter ça et il va aller tracer le câble sur tous ces points-là. Voilà, donc il va me demander donc la couche d'origine, donc c'est les pleurs. Voilà, il va les trouver. Et c'est la couche de destination, donc c'est un câble électrique. OK. Donc là, il me demande de choisir l'ouvrage à tracer. Donc je vais lui dire que c'est le câble basse tension. Ah, il mine un peu. Voilà. Donc il a repéré tous les points avec un code C-BT et il les a reliés entre eux. Donc je valide. Voilà. Et donc maintenant, comme si j'avais fini de tracer, il va me demander de renseigner mon câble. Qu'est-ce que c'est? Donc de la même façon que j'ai renseigné mon ECP2D tout à l'heure, là je vais renseigner les attributs du câble. Donc domaine de tension, c'est la basse tension. La hiérarchie basse tension, donc ici on est sur un câble de réseau. Vous voyez qu'on a donc on peut avoir la dérivation individuelle du branchement, la liaison réseau du branchement, le tronçon commun du collectif. Ici on est simplement sur du réseau. Type pose enterré, câble normalisé, donc là on a rentré les câbles principaux utilisés actuellement pour que ça complète automatiquement la section, etc. En dessous, le nombre de conducteurs à la section et la section du neutre. Ici, je suis sur un câble 240, mais vous allez avoir le 95, 150 ou 240. Voilà. Et donc, le statut du câble, donc je suis dans le cadre d'un récollement d'un chantier qui va venir à être mis en service, mais pour l'instant, il est en attente de mise en service. Vous reprendriez sur un... je l'ai utilisé tout à l'heure pour le poste, mais vous reprendriez sur un câble existant, par exemple, vous pourriez mettre le câble est déjà en service. Voilà, je clique sur OK, et donc, il m'a tracé mon câble. Donc là, et vous voyez que j'ai deux nouvelles bulles d'erreur qui sont apparues. Donc je vous rappelle, bon, j'ai décoché la bulle d'erreur des pleurs, mais j'ai laissé cocher exprès les autres. Donc là, il va me demander de mettre des nœuds au bout du câble. Ce qui est normal parce que je n'ai pas de... Là, j'ai posé des enveloppes, des conteneurs, mais je n'ai pas dit... Enfin, je les ai renseignés, mais je n'ai pas d'éléments à l'intérieur. Là, j'ai une enveloppe de poste, par exemple, mais j'ai pas renseigné de poste. Et là, j'ai une petite erreur, on va voir ça en tout dernier, c'est que le câble, il va pas sur le poste directement, comme vous avez
le cas quand vous relevez. Donc je vais d'abord aller compléter mon câble pour le relier au poste, parce que là, dans le cas d'un recollement, il sera en attente d'être accordé, donc de rentrer dans le poste. Donc pour ça, je vais rester sur ma couche de câble et je vais aller tracer à la main le dernier bout de câble. Alors là, vous avez plusieurs solutions que Guillaume vous a montré tout à l'heure. Soit vous ajoutez un sommet sur le câble, vous ajoutez un dernier sommet et vous le collez. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai laissé activer l'accrochage sur les géométries supplémentaires. Ça va me permettre de m'accrocher sur le trait noir du poste. Ou vous pouvez tracer un dernier petit bout de câble. Moi, c'est la solution que j'utilise. Et ensuite fusionner les deux câbles. Donc c'est avec les outils de DAO ici, sur cette, que Guillaume vous a montré tout à l'heure, et sinon c'est sur cette barre d'outils là. Donc là, je vais m'accrocher automatiquement et je vais aller ici. Donc, il va me demander les mêmes renseignements, parce que pour l'instant, ça reste deux câbles, je ne les ai pas fusionnés. Voilà, donc là forcément il me génère de nouvelles erreurs parce que j'ai un deuxième câble qui n'a pas de nœud. Maintenant je vais aller les fusionner. Je vais utiliser l'outil de sélection ici. Je sélectionne mes deux câbles. Donc comme je suis sur la couche des câbles, il ne sélectionne que le câble, il ne va pas sélectionner le pleur qui est derrière. Et donc je vais les fusionner ici. Et donc il me demande, comme tout à l'heure, comme Guillaume vous a montré, quels attributs prendre lors de la fusion. Voilà. Si vous renseignez mal un câble ou un objet du plan, vous pouvez toujours aller retrouver les attributs que vous avez renseignés ici. Donc, ouvrir la table d'attributs. Donc là, je suis sur la couche des câbles qui est ouverte. Donc, il va aller me chercher directement il va m'ouvrir directement les câbles, le câble tracé. On va utiliser, voilà. Donc, j'ai un câble, donc basse tension, réseau en 3x240. Donc, en attente de mise en service. Donc c'est bon, mais si vous êtes trompé de section par exemple, ou si vous avez tapé, je sais pas, à la place de réseau, vous avez mis que c'est une dérivation individuelle, inutile d'effacer le câble et de le retracer, vous allez là et vous changez. Ça. Vous utilisez tout mettre à jour. Donc je ferme ma couche d'édition de câble. Je vais vous remontrer du coup la table d'attributs. C'est sur le câble. Voilà. Donc maintenant, il me reste juste à placer mes nœuds. Donc ce sont tous les modules en fait dans les enveloppes pour les mettre en extrémité du câble. Donc ici, d'un côté, j'ai un poste de transformation et de l'autre, j'ai un porte fusible. Donc je vais commencer par mon poste. Donc je me place sur la couche des nœuds. Donc vous voyez, les couches sont classées sur le recostar selon leur type. Donc on a tout ce qui est conteneur, les coffrets, les bâtiments techniques, les clôtures, tout ce qui est câble de terre et les câbles électriques, tout ce qui est nœud, donc tout ce qui va être à l'intérieur des conteneurs, des enveloppes, et il y a toute une partie cheminement pour ce qui est des fourreaux,
du pleine terre, des galeries techniques, etc. Par défaut, ça je ne vous l'ai pas précisé, on est en pleine terre. Vous n'avez pas besoin de préciser le cheminement pleine terre. Voilà. Donc là, pour en revenir à mon plan, donc je vais aller, j'aurais peut-être dû présenter ça avant. Je vais aller donc poser mon poste de transformation. Donc de la même façon, je bascule en mode édition sur la couche des postes électriques et je viens placer mon entité ponctuelle, mon nœud. Alors, un nœud, ça doit toujours être dans un conteneur. Donc là, j'ai dessiné l'enveloppe du poste, donc je suis pas obligé de le mettre au bout du câble. Là, il va comprendre que si je le mets au milieu, ça va agir comme un nœud. J'ai pas besoin de le mettre directement là. Je dans mon bâtiment technique. Voilà. Et là, il va me demander, comme toujours, le type de poste. Donc ici, c'est un poste de distribution. C'est pas une armoire ni un poste source. Type de poste, donc là, vous renseignez ce que c'est comme poste. Ici, je sais pas. Donc vous allez retrouver les postes cabines, postes enterrés, les H61, les rurales compacts, les PSSA, les PSSB, les postes socles, les packs. Ici, c'est un pack. Donc, sur le poste, vous avez toujours le code GDO à renseigner. Les champs orange dans les pop-up de renseignement sont obligatoires. Donc là, le code GDO, c'est le code INSEE de la commune et puis un numéro derrière, quoi. Normalement, ça, vous l'avez sur votre étude. Et le nom du poste. Voilà. Et donc lui, le poste, il est déjà en service et on va venir se raccorder dedans. Voilà. J'ai posé mon poste et vous avez vu l'erreur qui me disait que j'ai pas de nœud au bout de mon câble, elle a disparu. Alors qu'elle est toujours de l'autre côté. Voilà. Je ferme ma couche d'édition des postes. Voilà. Maintenant, je vais de l'autre côté du plan. Et donc, je vais mettre mon support de tout simplement. Donc là, le CP2D, ouais, c'est... Ouais. Voilà. Et donc là, de la même façon, l'erreur a disparu. Hop, je ferme. J'ajoute ma terre. Donc c'est un nœud. Donc en cas d'imposte, quand vous posez un poste, vous pouvez la ceinture équipe potentielle, vous pouvez la dessiner, hein. Normalement, elle est relevée ou sur une patte doigt, vous pouvez utiliser le câble de terre pour la dessiner et le renseigner. Et sinon, pour les coffrets, on a mis juste un nœud de terre à placer dans le coffret, sans avoir la notion de câble. Évidemment, si vous avez une mauvaise terre, vous êtes obligé de poser il y a un serpentin ou quelque chose qui part dans la tranchée pour faire la terre du coffret. Là, il est relevé et vous le dessinez sur les pleurs. Mais pour la plupart des cas, vous pouvez utiliser le nœud terre qui correspond au piquet ou à la grille juste à côté du coffret. Donc, de la même façon, je me place en mode édition. J'utilise le bouton pour ajouter une entité et je vais mettre ma terre dans mon coffret. Donc, c'est une terre du neutre. Ici, on rentrez la valeur mesurée au recollement.
Il reste une info facultative hein, pour l'instant. C'est une info facultative, oui. On l'a pas mis obligatoire. Et c'est une virgule qu'il faut mettre. Voilà. Donc là, je ferme et j'ai terminé. Donc là, j'ai terminé mon récollement, mon recostar. Tout est renseigné, je n'ai plus d'erreur. Là, je peux remettre le fichier des contrôles sur les pleurs. Tous les points de levée sont utilisés. Je vais pouvoir faire donc utiliser le quatrième bouton du plugin, exporter le fichier en GML. Et c'est ce que Enedis va vous demander en partie. Voilà. Donc là, il me demande de bien confirmer qu'on exporte ce fichier GML. Voilà. Donc je vais le mettre ici. J'ai marqué. Voilà. Donc, lors de l'export en GML, il va vous demander ce qu'on appelle les métadonnées. Donc en gros, ce sont qui a fait le plan, quelle entreprise, etc. C'est ce que vous pouvez rendre actuellement dans le cadre d'un PGOC. Donc là, je vais marquer. Voilà. Et donc le producteur du PGOC, donc ça c'est forcément, vous devez avoir vos habilitations pour avoir fait les relevés, etc. Voilà. Et donc le système de coordonnées, ici, on est en CC50. Là, il m'a exporté, donc il vient de me créer dans mon répertoire où j'ai enregistré un GML. Là, la pop-up s'enleva, mais je vais aller le chercher. Donc ici, donc là c'était mon fichier de points. Voilà. Mon GML est là, créé à 11h18. Et donc c'est ce fichier que vous allez envoyer sur Aloe pour un contrôle. Je vais aller sur Aloe en direct. Voilà, donc surtout mettez bien l'onglet Recostar, ici. Et donc vous déposez le dossier ici. Alors je vais le faire. Et là après vous allez le recevoir de la même manière que d'habitude, vous allez recevoir, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir le rapport de contrôle Aloe dessus. Toc. Hop. Je l'ai bien mis, voilà. Exemple Costa, hop, envoyé. Ok. On va attendre le petit retour, c'est pas long. Et après, j'ai encore deux fonctionnalités à vous montrer.
En attendant le retour à l'OE, je vais vous montrer donc les deux autres petites fonctionnalités qui ont été ajoutées sur QGIS, sur la dernière version d'OpenRecostar. Pour ceux qui l'avaient déjà installé avant, de temps en temps, il y a des petites mises à jour qui sont faites. Ils vous le proposent Ici, il faut faire les mises à jour. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume? Oui, donc il y a quelques questions. Il y en a qui demandent est-ce qu'on peut voir, par exemple, le GML dans un éditeur de texte, peut-être en attendant, ça peut être Ouais, bien peut-être pas sûr. mal. Alors, donc ça s'ouvre avec un fichier texte, hein, Donc voilà à quoi ça ressemble un Recostar. Bon, ça va être des lignes de texte en fait, et vous allez retrouver les ID, donc tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai dessiné, tout ce que vous avez dessiné. Ça, il y a un code qui leur est attribué. C'est l'ID en fait. Et ce code-là, en cas d'erreur, si Aloe vous retourne une erreur, il va vous donner l'ID de quel objet est en erreur. Bon, ici, c'est assez illisible, hein, pour. Oui, Si vous n'êtes pas informaticien, c'est vraiment, ça vous permet d'ouvrir le truc. c'est pour la culture, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça. Ça va permettre d'attendre, je sais pas si j'ai reçu. Voilà. C'était juste en attendant, donc j'ai récupéré donc mon analyse. Je vais la ranger dans le fichier. Voilà. Voilà. Et donc là, vous avez le certificat de conformité. Le rapport d'anomalie, alors j'en ai peut-être. Voilà, j'ai un doublon sur un pleur. Alors ça arrive quand on intègre des pleurs à partir d'un CSV, d'un PGOC. C'est une anomalie basse, on travaille un peu dessus pour essayer que ça le fasse pas toujours. Voilà. J'ai le petit rapport de Carto sur ce que j'ai dessiné. Voilà. Et donc à déposer sur ePlan, vous avez le fameux GML avec le rapport à l'OE, et également un PDF du plan. Donc si vous voulez éditer un PDF, vous avez ce bouton-là, imprimer des plans en PDF. C'est un outil qui est en cours de création, mais qui est déjà très bien abouti. Donc je vais simplement cliquer dessus. Tu peux peut-être mettre un autre fond de plan pour. Ouais, alors je vais vous mettre Il est pas ouf. Allez, je vais vous mettre l'orthophoto, on va essayer. Je sais pas si c'est net chez vous. Oui. Je vais faire un zoom correct. Voilà. Alors, donc je vais utiliser ce bouton-là, imprimer des plans. Là, on a fait donc, pour rappel, j'ai déroulé, j'ai créé mon projet, j'ai inséré mes pleurs, j'ai tracé j'ai exporté en GML. Ici, l'imprimante. J'imprime mes plans en PDF. Donc, il va me demander où est-ce qu'il les range. Dossier, donc. Tac. Non, donc avec l'orthophoto, ça peut prendre un peu de temps. Bon là c'est un petit plan, ça va être assez rapide, mais sur un plan assez grand, c'est un petit peu long à créer, hein, tout ça. Donc vous voyez là il a ajouté mes cadres. Et donc il a fait quatre planches au nord par défaut sur le plan. Et ces planches-là,
Voilà, je vais les retrouver dans mon dossier. Donc, les plans sortent au 200e. Donc, ils rappellent le titre du projet. Il y a une petite légende qui est faite. Et il y a 4 planches au 200e. Donc, les 4 planches, les 4 cadres qu'on voit. Et donc, le quadrillage qui est fait. Enfin, le foliotage. Voilà, donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui simplifie quand même pas mal les choses. Vous pouvez directement faire vos PDF depuis QGIS. Voilà. Donc, en cas de modification du plan, vous pouvez utiliser ce bouton-là pour mettre à jour. Si vous voulez, je sais pas, rajouter rajouter quelque chose sur le plan, ça va mettre à jour l'export. Et donc, je vais vous montrer un dernier bouton. On va repartir du GML que j'ai créé d'un projet vierge et je vais vous montrer comment importer un GML dans QGIS parce que c'est quand même le but du StarElec, c'est de pouvoir les importer et les lire afin de, à l'avenir, les DT par exemple seront en GML aussi et vous allez pouvoir les insérer sur vos plans directement sans avoir à les retracer manuellement. Donc ici, je vais enregistrer mon fichier. Voilà. Et je vais créer un autre projet QGIS. Donc je vais les rouvrir. Je vais lui demander de créer un nouveau projet. Donc j'ai créé un autre fichier QGIS que j'ai appelé import GML, tout simplement. Et donc je vais aller utiliser ce bouton-là, lire un GML. Je vais les récupérer. Le GML que j'ai envoyé que je viens de créer là, à 11h18. Voilà. Et là, donc du coup, il a recréé. Alors je vais me mettre dessus. Alors pour zoomer sur une couche, vous faites clic droit, zoomer sur une couche au départ à partir d'un projet vierge. Et donc vous voyez, donc c'est ce que Guillaume vous montrait tout à l'heure, c'est que ça se met par défaut en dessous des couches de fond de plan. Donc là, vous voyez, c'est même bizarre que les altitudes apparaissent. Donc vous déplacez juste ici la couche importée au-dessus. Et voilà. Et donc là, vous avez réimporté ce que vous pouvez importer ce que vous avez exporté. Sur des longs projets ou des données de base qui auraient été fournies à l'étude, ça peut normalement c'est à ça que va servir le StarElec en fait, c'est de pouvoir importer, exporter dans un format commun sur toutes les données dont vous avez besoin sur vos plans. Bah, voilà pour ma démonstration de toutes les fonctionnalités du petit plugin OpenRecostAR. Donc je vais voir, j'imagine qu'il y a pas mal de questions. Je suis peut-être passé un peu vite sur certaines choses. Mais dans l'ensemble, j'ai fini moi ma présentation. Alors, on a pas mal répondu dans le chat. Peut-être, il y a un point qui est quand même pas trivial. On a eu la question, est-ce que tu peux remontrer comment on est sûr de bien accrocher les points de levée Ouais. pour éviter d'avoir une erreur du style
le Z du point de levée n'est pas cohérent avec le Avec Z le du câble. D'accord. Alors, donc on va utiliser sur activer l'accrochage. Quand vous cliquez sur l'aimant, vous avez ce petit bouton-là qui se dégrise à côté. Là, il est grisé, je peux rien faire. Si on clique sur l'aimant, il se dégrise, il y a une petite flèche en bas, et vous allez ouvrir les options d'accrochage. Et dans les options d'accrochage, alors attends, qu'est-ce que c'est? Ah, il faudrait. Et je recommence. En fait, donc vous allez cliquer sur l'aimant, vous avez ce petit bouton-là vous allez cliquer une fois sur configuration avancée, et ensuite ouvrir les options d'accrochage. Là, vous allez retrouver toutes les couches sur votre plan, et vous allez venir cocher les couches sur lesquelles vous voulez vous accrocher. Donc la couche des pleurs et la couche des géométries supplémentaires. Voilà. Et si je rechange ces options, je vais vous montrer en direct. Tac. Là, alors je suis sur l'import GML, hein, donc les points sont pas pris. Si je veux dessiner un câble, donc effectivement, je peux le dessiner. Là, il s'accroche pas du tout. Alors, on le voit à peine avec l'orthophoto, je vais le virer. Voilà, c'est mon petit trait rouge. Là, il s'accroche pas du tout. Je remets l'accrochage sur les pleurs. J'ai pas besoin de valider, j'ai juste à cocher la case. Et là, normalement, oui, forcément, faut que je les réinsère, mais là, normalement, ça devrait vous accrocher sur vos plans si vous faites l'essai en direct. Je vais aller rouvrir le vrai projet. Voilà, donc là, je m'accroche sur les pleurs. Si je décoche ici, j'accroche plus. Voilà. Alors, on a pas mal de questions qui Ouais. viennent encore. Il y a quelqu'un qui demandait de pouvoir remontrer aussi la partie import
Des points? des points de levée depuis le fichier Excel pour la correspondance des champs. Tu Ouais, peux y passer un petit peu de temps parce que c'était au ouais, début. j'ai passé Une rapidement. question là-dessus, ouais. Donc l'import des points, donc c'est le deuxième bouton ici, avec le symbole le losange là, que vous connaissez. Vous allez aller chercher votre fichier CSV. Donc il se met automatiquement, enfin il propose automatiquement la couche d'import, donc sur la couche des points de levée. OK. Et donc ici sur les champs, donc en gros c'est pour il demande ça pour savoir comment il va mettre les points de levée. Donc code ouvrage, en fait ça va correspondre, je vais ouvrir le CSV, ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc ça c'est les CSV que vous pouvez trouver sur enfin ce que vous donne le l'Antomap, enfin ce que votre fichier de levée, hein, ou ce que votre topo vous donne, vous renvoie. Donc vous allez retrouver votre numéro de point, les coordonnées X, Y et Z, les profondeurs, avec les profondeurs atypiques, et le code PGOC, ainsi que le code de la projection. Donc le but ça va être de faire correspondre, alors là j'ai qu'un écran, mais voilà, si je peux faire ça, de faire correspondre en fait les champs par rapport à ces champs-là. Donc le code ouvrage, d'accord que c'est le code PGOC. Le type de levée, donc là on est en. Là donc ça doit être on a été fait en détection, donc c'est une charge à la génératrice. Donc c'est la génératrice supérieure du câble. Parce que là on est dans le cadre d'une détection. Vous auriez été en tranchée ouverte. Donc vous êtes en attitude de la génératrice. Et le type, donc c'est un lever en profondeur atypique du coup. Pardon, non, je me mélange. C'est levé en profondeur atypique, voilà, c'est ça. Et on est en charge génératrice. Donc là, c'est dans le cadre d'une détection. Et donc ici, le code de projection, forcément, pour qu'il puisse bien placer ses points. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que là, c'était plus, Hmm. plus lent, plus facile à comprendre. Ouais. Peut-on faire un exemple avec un fond de plan cartographique? Oui, bien sûr. Vas-y, tu peux peut-être montrer avec comment tu mets Un fond un de fond de plan. plan, un fond de plan fourni par Enedis, par exemple. Ouais, voilà, ouais, bah, je vais aller en chercher un. Alors, je vais juste aller chercher ça dans une affaire. Donc là, j'ai un fond de plan en DWG ici. On peut simplement le faire glisser. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour importer des fonds de plan, donc vous avez tout à l'heure, on vous a montré Guillaume vous a montré l'orthophoto. Donc Enedis fournit aussi des plans en DGN, normalement. Donc ça sera en DGN V7 pour les insérer sur QGIS, et sinon vous pouvez les mettre en DWG pour les importer dans QGIS. Donc vous allez dans le fichier projet, importer, exporter, et donc importer des couches depuis DWG, DXF.
Ça vous permet aussi sur des fichiers un peu compliqués, comme j'ai vu avec plusieurs câbles BT, de mettre votre plan d'étude ou votre plan de levée. Donc dans importer, exporter, donc fichier. Vous allez chercher donc votre plan en première ligne. Alors du coup, c'est que j'ai mis ça. Exemple. Voilà. SCA, non, c'est du CC5. Donc là, c'est une carte d'Enedis, donc ça doit être du Lambert 1. Je vérifie ça, je suis pas certain du système de ma carte. Voilà. Voilà. Et donc normalement. Est-ce que j'oublie? Voilà. Donc en cliquant sur le bouton importer, en fait, vous allez retrouver tout ce que vous avez sur votre fond de plan. Donc ici, j'avais probablement laissé un cadastre dessus. Ok. Et vous pouvez sélectionner aussi les couches que vous voulez prendre ou pas. Genre les cadres, je vais les enlever. Ah, c'est celui que je voulais mettre. D'accord. Et moi, je dois l'avoir ici. Je fais l'export. Donc, je mets donc là, il y a bien le fichier ici en plan qui existe là. Hein. Je le supprime, je vais le recréer. Hein. Je le prends ici. Donc, alors moi, je l'avais enregistré en V7. Hein, du coup, on passe pas. Efficace. Snap, voilà. Ajouter une couche. Donc, mais ici, il s'affiche. Donc, je peux retirer Corpo. Je n'ai pas testé moi encore l'application là pour imprimer des plans PDF. Ici, hein. Il doit me créer des fichiers. Voilà. En train de me créer donc les fichiers PDF qui vont bien. Pas grand chose dedans. Non. Je vais mettre là-dedans. Ah. Alors, en attendant, on a quelques questions. Donc, question là, sur est-ce qu'on est possible d'importer un shape d'un QGIS pour
pour l'exporter ensuite en Recostar. Alors effectivement, vous pouvez importer, afficher finalement un shape, donc en le faisant glisser là dans QGIS, comme tout à l'heure. Néanmoins, pour qu'il soit conforme avec du Recostar, il faut qu'il ait tous les attributs saisis, que les câbles se terminent donc par des nœuds, etc. Et donc pour ça, ça veut dire que votre shape que vous importez, qui a une forme un peu quelconque, vous pouvez vous en servir pour redessiner les objets par-dessus, mais en mettant le shape juste dans QGIS et en disant exporter en Recostar, ça ne vous donnera pas un Recostar conforme, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut reprendre les objets du shape et les saisir dans les couches ici d'Open Recostar pour que Open Recostar vous produise un Recostar conforme aux attendus. Alors, donc pour la partie symbole en taille réelle, alors les seuls objets qui sont en taille réelle, ça va être les bâtiments donc des postes. Après, pour toute la partie donc des coffrets, etc. Donc là, on a dans des symboles, on va dire, de taille normalisée, et qui ne sont pas en taille réelle. Alors, je ne sais pas ce qu'on a d'autre comme question en attente. Alors, une question sur les plans conformes. C'est une très bonne question. Est-ce que les plans conformes seront abandonnés avec le Recostar? Alors, je vais revenir sur mon support que j'utilisais tout à l'heure, support PowerPoint. Oui, pardon. Donc, vous voyez ici, donc ici, on va avoir uniquement donc le Recostar qui est produit donc là en 2005, et puis ça va bien se généraliser au cours de l'année pour qu'en 2026, on abandonne le PJEC et qu'on n'ait que du Recostar à la place. Pour pouvoir abandonner les plans conformes, finalement les plans d'études après travaux qui ont été remis à jour avec avec les travaux, ça suppose que ce Recostar soit basé non pas sur un levé terrain et puis un redessin comme vous faites actuellement de l'ensemble des ouvrages, mais qui soit basé sur un avant-projet détaillé complet. Donc pour l'instant, le Recostar, dans sa version actuelle, là en 2025-2026, ne va pas remplacer le plan conforme complet. Néanmoins, c'est bien notre objectif, quand on aura donc mis en place les échanges au format SARELEC dans le cadre des études, eh bien, on pourra abandonner le plan, ce principe de plan conforme, de remise à jour de l'étude et d'édition d'un nouveau plan conforme, puisque ce récollement, ce Recostar, sera basé sur les données déjà saisies dans l'APD et ne consistera qu'en une mise en classe de précision A de l'APD. Et dans un premier temps, on conserve donc le plan conforme. Alors, d'autres questions. Donc, alors, les questions sur comment on fait quand on a plusieurs câbles, on va le montrer dans les prochains webinaires où on mettra des projets plus complexes, parce que là, on était vraiment sur la partie initiation. Donc, quelle URL on pourra récupérer la vidéo du webinaire et les fichiers de l'exemple. Donc, ça va être diffusé là aussi sur le GitLab qu'on a montré tout à l'heure. Et évidemment, on mettra les liens dans Aloe, comme on le fait habituellement. Donc, vous avez ici le site GitLab. Et donc, la partie wiki ici, on mettra les liens, ainsi que dans la page de présentation d'Aloe, pour que vous puissiez les récupérer. Hein, on pourra aller plus dans le détail justement sur la création des câbles automatiques à l'occasion des prochains webinaires.
essayer de revenir dessus aujourd'hui encore. On peut, alors effectivement, la même chose que pour le fichier shape, on peut importer un relevé qui a été fait en DWG comme fichier source, mais ça implique donc de ressaisir les informations une à une. On ne peut pas faire de l'import de fichiers DWG qui va se transformer en Recostar tout seul. On peut s'en servir, on va dire, pour décalquer en quelque sorte, ou ressaisir de l'information bien positionnée à partir de ce DWG-là. J'ai d'autres. Alors, une question, donc si on fait un relevé en partie en tranchée ouverte et une autre partie en détection, nous précisons comment? Alors, c'est par rapport à l'import de points, je crois, sur les... Par rapport Je à pense la... que c'est sur l'import de points, oui. Oui. Bah, si le levé est en... Et je pense qu'il faut faire deux fichiers pour les importer de manière séparée. On va avoir d'un côté le levé équivalent à l'altitude de la génératrice et de l'autre côté le levé correspondant à la charge génératrice, à mon avis. Je regarde s'il y a d'autres questions en cours. Alors, des questions sur les coniques conformes V1 ou V2. Alors, je ne connaissais pas bien la problématique V1 ou V2, c'est apparemment quelque chose d'assez récent, là, les nouvelles versions des coniques conformes. Alors, c'est vrai que, a priori, les écarts sont assez faibles, mais et surtout liés à la correction altimétrique. Néanmoins, je vais me renseigner. Là, je n'ai pas de réponse ici sur l'usage des nouvelles coniques conformes, si ça poserait problème par rapport aux EPSG qui sont attendus. Oui, V1, V2, V2B. Ça, ouais, je prends la question et puis on mettra ça dans le wiki. Hop. Alors, vous avez eu une erreur envoyée par Aloé. La question, c'est que veut dire le contrôle de cohérence DR par rapport à l'emprise géographique du Recostar dans le rapport d'erreur Aloé. Alors, on vous demande de saisir dans Aloé un numéro d'affaires, donc DA23 par exemple, et puis ce petit chiffre, je ne sais plus. Donc, il y a une vérification qui est faite par Aloé, donc, puisque dans le code de début de l'affaire, on retrouve le code de la région, de l'ADR. Et donc, si on détecte que le code d'affaires correspond à une région et que l'emprise géographique du relevé est en dehors de la région, ça met une erreur. Alors là, les deux fichiers pour le même câble, donc qui risquent d'être très lourds relevés, ah bah, potentiellement, là aujourd'hui, dans la solution qui est faite, oui, ça peut être plus lourd. Dans la partie import en masse. Alors après, voilà, c'est pas figé, hein, c'est une application qui évolue beaucoup. Si il s'avère que c'est quelque chose qui est nécessaire de faire évoluer parce que c'est une pratique courante, voir ce qu'on pourra faire. Et puis notamment avec les outils de mobilité, notamment la partie QField, donc qui doit permettre de faire la saisie des informations directement sur le terrain, un petit peu sur le même modèle que ce que vous avez donc, chez les payants, donc avec GeoVisual ou Land2Map, ce qu'on pourra faire là-dessus. Bien voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des différentes questions. Donc je remets ici donc, les infos pour le prochain webinaire où on ira un peu plus dans le détail, on passera un peu
maintenant sur une base de QGIS et on ira plutôt balayer tous les cas de modélisation. Donc le 13 mai. Tout ça, je vais diffuser rapidement donc tous les supports sur le GitLab. C'est de mettre rapidement aussi les liens sur Aloe pour que vous les trouviez facilement et que vous récupériez toutes les infos. Et pareil pour la partie vidéo que je vais diffuser sur Internet. Voilà, et bien donc je vous remercie pour votre participation très active Attends, et tu nombreuses as une questions. dernière Oui, c'est ça. question. Il y a juste une petite dernière question. Ok. Pour supprimer les points superflus, il faut simplement sélectionner les points en se mettant dans la couche des points, en l'éditant. Vous sélectionnez les points qui vous intéressent pas et vous cliquez sur supprimer. Voilà, d'ici au 13 mai ou au 27 mai, donc on vous souhaite de bonnes manipulations et puis euh, évidemment, n'hésitez pas à réagir, donc à envoyer les problématiques que vous rencontrez sur le mail du GitLab et puis on étudiera tout ça. On va essayer de donner au maximum des réponses dans les webinaires Mm. aux questions que vous posez. Un grand merci et puis à très bientôt. Très bon appétit. Merci à tous pour votre attention. Au revoir, bon appétit.